Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de finances et principalement de finances personnelles. Alors pourquoi je vous fais de ce podcast en fait, tout simplement vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un livre qui a complètement bouleversé ma vie, on va dire d'investisseur, ma manière même de concevoir et de gérer l'argent. Ce livre, vous l'avez vu dans le titre de ce podcast ou aussi en format vidéo sur YouTube. On va parler de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est même pour beaucoup un grand classique de la gestion de ses finances personnelles. Alors voilà, tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez maintenant retrouver les podcasts sur YouTube. Donc voilà, je suis le podcast du cyber indépendant est disponible déjà, vous le savez, sur Apple Music, Apple Podcast, Spotify, il y a quoi d'autre, Amazon, toutes les plateformes de podcasts. Et en plus, maintenant, eh bien, j'ai décidé de mettre les podcasts sur ma chaîne YouTube, puisque c'est un format que j'affectionne. Et je trouve ça sympa aussi de pouvoir partager ces podcasts que je crée maintenant toutes les semaines on va dire à un plus large panel de personnes, puisque voilà, vous êtes nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs ma source de trafic numéro 1. Donc voilà, on se retrouve donc également sur YouTube le mardi normalement et en avance le lundi sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, donc c'est tout au niveau un peu de l'actualité, au niveau des podcasts. Je continue à rester sur le rythme d'une semaine, sur le rythme hebdomadaire, puisque je trouve que c'est un rythme qui est bien. Franchement, ouais, c'est un rythme que je trouve qui est sympa. Je manque pas d'idées, j'ai une tonne d'idées de podcasts, et je trouve que même le format d'une heure aussi est intéressant. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas aussi à me mettre une note. Vous pouvez mettre une note sous forme d'étoiles. Je crois que vous pouvez aller jusqu'à 5 étoiles. Donc n'hésitez pas à me noter. Et puis également, si vous m'écoutez sur les autres plateformes, voilà, si vous avez possibilité de mettre une petite note, c'est toujours appréciable. Voilà, et idem si vous êtes sur YouTube, évidemment, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce podcast, vous ne l'avez pas encore écouté, mais si les podcasts précédents vous ont plu, et à la fin de ce podcast, évidemment, mettez un pouce bleu si celui-ci vous a plu. Voilà un petit peu pour cette introduction. On va entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, et on va parler donc, comme je l'ai dit juste avant, de finances personnelles. Alors, la finance personnelle, tout d'abord, c'est quoi ? Pour l'expliquer de manière simple, c'est tout simplement en fait le fait de gérer son argent. Les finances personnelles, c'est les finances. On est amené en fait à gérer son argent au quotidien. Dans le monde dans lequel on vit, voilà, tout est argent finalement. Si vous comptez acheter un bien ou un service, il va y avoir en fait un système d'échange. Loin derrière nous l'histoire, le troc. À l'époque, ça fonctionnait comme ça, il y a quand même un bon paquet d'années maintenant, on parle de plusieurs milliers d'années, où on avait ce système de troc, c'est-à-dire que vous aviez par exemple un mouton que vous pouviez échanger contre, je sais pas, un cheval par exemple ou autre, et voilà, il y avait en fait ce système d'échange là. Petit à petit, la monnaie est apparue, et en fait la monnaie a été un moyen d'échanger donc une devise, des pièces en fait de monnaie contre des biens ou des services, et depuis bien maintenant très longtemps le monde fonctionne de cette manière-là, et on est amené finalement à gérer forcément nos finances, à gérer notre argent. Si aujourd'hui vous êtes salarié, vous avez donc un salaire qui tombe tous les mois, et vous gérez en fait votre argent, votre budget par rapport à ce salaire. Donc les finances personnelles, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu de manière universelle, peu importe les cultures, peu importe les peuples aujourd'hui, toutes les civilisations ont un système d'échange, et aujourd'hui un système d'échange monétaire, donc avec une monnaie. Il faut savoir que la monnaie a énormément évolué. Avant, c'était tout simplement des pièces, des pièces d'or, d'argent. Voilà, c'était en fait un métal précieux, et petit à petit, à l'époque des Romains, petit à petit, il y a eu une pénurie d'argent, et au final, voilà, il y a eu de moins en moins d'argent dans les pièces d'argent, et en fait, on se retrouve finalement avec une monnaie qui n'est pas indexée sur un métal précieux, l'or, l'argent ou autre. On se retrouve maintenant avec une monnaie finalement qui n'a que
la valeur qu'on souhaite lui accorder. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un billet, finalement, c'est quoi? C'est juste un bout de papier. Ça a aucune valeur, hein. C'est juste un bout de papier, certes, qui a un processus de fabrication qui est difficilement réplicable aujourd'hui à notre échelle. Vous pouvez pas comme ça imprimer un billet de 20 € avec une imprimante qui en coûte 50. Voilà, faut que vous fassiez, vous pouvez pas très difficilement, on va dire, falsifier les billets, mais en dehors de ça, les billets ne sont pas en or, par exemple. Il n'y a pas une valeur intrinsèque de chaque billet, et la valeur finalement c'est juste finalement la valeur qu'on souhaite accorder à cet argent. Donc voilà, bon, rapidement, je vais pas trop m'avancer sur le sujet de l'argent, je vous ferai vraiment un podcast dédié à l'argent, parce que c'est un sujet qui est très vaste, il y a énormément de choses à savoir là-dessus. Mais voilà, les finances personnelles, en fait, c'est juste comment savoir gérer son argent, comment gérer son budget et comment éviter finalement d'être à zéro et de faire banqueroute, de ne plus avoir d'argent, car si on n'a plus d'argent aujourd'hui, finalement c'est compliqué de survivre. Alors vous pouvez, on va dire, être autonome sur pas mal d'aspects, mais en dehors de ça, vous avez toujours forcément besoin d'argent, ne serait-ce que par exemple pour résider. Si vous n'avez pas par exemple de terrain, de maison, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes forcément, logiquement locataire, et pareil, vous devez payer votre loyer. À l'inverse, si vous êtes propriétaire, il y a ce qu'on appelle la taxe foncière, et en fait, vous serez toujours obligé de payer, de donner de l'argent à l'État. Donc en fait, voilà, on a toujours besoin d'argent. Il y a moyen de réduire la quantité d'argent qu'on dépense, mais on aura toujours besoin de payer quoi que ce soit un bien ou un service, et c'est là qu'intervient la gestion de l'argent qui est indispensable. Alors, quand je dis indispensable, en fait, pourquoi finalement je vais vous donner maintenant vraiment 3 raisons pour laquelle vraiment aujourd'hui la gestion de ses finances est quelque chose qui est indispensable, et en fait pourquoi finalement peu de personnes savent réellement gérer leur argent. Alors la première raison à ça, tout d'abord, c'est que, en fait, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, le monde entier tourne autour de l'argent. Aujourd'hui, tout tourne autour de ce système. On est dans un système capitaliste et clairement, tout tourne autour de ça. Pour acheter un bien ou un service, voilà, vous avez la nécessité d'avoir de l'argent, la nécessité de posséder, finalement, des euros, que ce soit des euros, des dollars, peu importe, mais vous avez la nécessité d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir même survivre. C'est indispensable aujourd'hui, et forcément, si c'est indispensable, il est nécessaire de savoir le gérer un minimum. Je veux dire, aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Clairement, si vous ne savez pas gérer correctement l'argent, ou si vous n'en avez pas, ça va être quand même assez compliqué. Donc c'est clairement une compétence aujourd'hui qui est indispensable, et que la plupart des personnes n'ont pas forcément. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend, et c'est ce qui nous pousse à la deuxième raison. C'est que on nous apprend pas à gérer l'argent. En fait, on nous apprend pas à l'école à gérer un budget, à comprendre déjà ce qu'est l'argent. En fait, ce que je vous ai expliqué là, ces 8 dernières minutes, en fait, à l'école, jamais on va vous le dire. À l'école, il n'y a pas un professeur d'économie, ou même pas forcément nécessairement un professeur d'économie, mais même votre professeur de mathématiques à l'école primaire ne vous a pas dit, voilà, l'argent c'est ça vient de là, et ça permet de faire ci, de faire ça. Même au collège ou au lycée, on vous apprend pas à gérer votre argent. En fait, c'est plutôt, je pense, dans une sorte, peut-être dans le conscient collectif, ou même dans la conscience, on va dire, de l'éducation nationale, ou peut-être même que l'éducation nationale ne veut pas justement qu'on gère notre argent. Après, c'est un autre débat, mais il n'y a pas en fait cette partie de gestion d'argent, de gérer son argent, en fait, n'est pas du tout évoquée, et passe complètement en fait à la trappe. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas du tout en fait à l'école, et qu'on n'apprend pas. À moins après que vous fassiez une école autour dans un milieu bancaire, par exemple. D'ailleurs, au passage, mon chat vous dit bonjour dans ce podcast. Je fais le nécessaire à chaque fois pour pas qu'il vienne me déranger au moment
où j'enregistre un épisode et voilà, avec sa tête il a réussi à pousser la porte et il est là, voilà. Donc bon, vous risquez peut-être de l'entendre, je sais pas, après en fonction des réglages du micro si vous allez l'entendre, mais dans tous les cas voilà, il est bien à côté de moi. Donc revenons-en à ce que je vous expliquais. Donc voilà, en fait à l'école, clairement, à moins que vous soyez dans une filière où vraiment l'argent est au cœur de cette filière-là, c'est pas un sujet qu'on aborde, c'est pas un sujet qu'on évoque, et il n'y a pas de professeurs il y a pas de personnes qui vont nous apprendre à gérer notre argent. C'est un petit peu, on va dire, le rôle des parents de nous éduquer au niveau de l'argent, de comprendre comment fonctionne l'argent et comment l'utiliser et comment gérer tout ça. Et le problème à ça aussi, c'est que nos parents n'ont pas eu d'éducation financière à l'école, et nos arrière-grands-parents encore moins. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de formation là-dedans, il n'y a pas de cours, il n'y a pas eu une éducation financière à un moment donné. Quelqu'un ne vous apprend pas à vous éduquer financièrement, et en fait ça relève de l'auto-éducation, c'est-à-dire que c'est à vous en fait vraiment de vous former, c'est à vous d'apprendre à gérer l'argent si vraiment vous voulez, on va dire, comprendre cet outil et vraiment en fait l'utiliser du mieux que possible. Et enfin la troisième raison à ça, alors c'est une raison un peu plus complexe que j'aurais envie de vous évoquer dans un podcast dédié à l'argent. C'est un petit peu, alors là on parle plus de la France, c'est un petit peu un climat ambiant. En fait, en France, l'argent est clairement mal perçu. Quelqu'un qui gagne de l'argent en France, voilà, souvent cette personne est mal vue. Voilà, c'est comme ça en fait. Hein. C'est comme ça. Alors, quelles sont les origines à ça ? C'est principalement pour moi une question de religion. En fait, religion catholique. C'est vrai que les catholiques, voilà, il y a toujours un peu le système, toujours un peu l'histoire de Jésus avec, les comment ceux qui avaient les voleurs des temples et tout ça. Enfin, l'argent est mal vu, l'avarice, toutes ces choses-là, c'est des péchés. Et contrairement, par exemple, au protestantisme où l'argent est plutôt bien vu, en fait. Malheureusement, voilà, en France, pour la religion et puis même l'histoire de notre pays, un pays où il y avait beaucoup de fermiers, voilà, les fermiers en fait cachaient leur argent pour pas se faire piller leur argent, toutes ces choses-là. En fait, on a une origine qui n'est pas favorable au gain d'argent et qui n'est pas favorable non plus au sujet de l'argent. Voilà, donc c'est assez compliqué finalement de revenir là-dessus et de balayer comme ça des siècles et des siècles de rejet de cet argent pour aujourd'hui vraiment avoir une culture où l'argent est bien vu. On prend par exemple le protestantisme, on va parler par exemple des États-Unis, l'argent est très bien vu. L'histoire du rêve américain, l'histoire de vraiment de gagner de l'argent, de réussir, de créer une entreprise, voilà, c'est très bien vu. Vous arrivez voilà dans ces pays-là, ou même en Angleterre, avec une belle voiture, avec un certain statut social, même si dans tous les cas, qui dit statut social ne dit pas forcément bon gestionnaire d'argent, ça c'est encore un autre débat, mais souvent c'est bien vu. Au lieu d'attirer la convoitise, même une certaine convoitise malsaine, ça va attirer parfois l'envie d'apprendre, l'envie d'avancer, ça va être plutôt positif. Alors qu'en France, voilà, quelqu'un qui a une belle voiture, souvent malheureusement, la chose qu'on a envie de lui faire, c'est de lui rayer, et très souvent c'est ce qui arrive malheureusement, mais ça, voilà, c'est comme ça. Donc je pense que voilà, ces trois raisons en fait ne sont pas favorables à une bonne éducation financière, et ça peut entraîner pas mal de complications du fait de ne pas gérer son argent. Voilà, ça peut entraîner de finir dans le mois dans le rouge. Ça arrive à, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas retrouvé des chiffres assez récents, mais de mémoire, je vais pas trop m'avancer là-dessus et vous dire des chiffres qui sont erronés, mais je crois qu'on approche de un tiers à peu près des Français qui ont on va dire l'habitude malheureusement de finir dans le rouge tous les mois. Donc ça c'est quand même un problème. Voilà, et en fait ça en découle parfois malheureusement de la pauvreté, ça en découle pas mal de problèmes aussi liés au manque d'argent qui peuvent être le stress et tout ce qui peut en découler. On sait qu'aujourd'hui, voilà, le manque d'argent est un problème pour beaucoup de personnes, et ça, voilà, il y a quand même
et la note positive pour finir un petit peu cette introduction, c'est que grâce à l'éducation, grâce à l'apprentissage, grâce à vraiment cette éducation financière, eh bien il y a vraiment moyen d'améliorer sa situation. Un petit peu comme quelqu'un en fait qui est en surpoids, qui a cette volonté de perdre du poids, eh bien si cette personne apprend par exemple les nutriments, apprend ce que c'est, qui arrive à déterminer ce qu'est un glucide, des lipides, des protéines, qui va comme ça ajuster son alimentation, qui va pouvoir après se mettre au sport, eh bien cette personne va pouvoir atteindre ses objectifs et perdre du poids. Eh bien c'est un petit peu pareil je trouve pour la finance, c'est que peu importe aujourd'hui votre situation financière, que peu importe votre statut social, même si vraiment le côté statut social, moi c'est pas quelque chose que j'associe forcément à l'argent, puisqu'il y a des personnes qui ont un statut social élevé, comme des médecins, comme des avocats, mais qui financièrement derrière sont de très 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 mauvais gestionnaires d'argent. Ils vont être complètement de très mauvais gestionnaires, alors qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un salaire et un statut social un peu moins élevé, mais qui derrière peuvent être de très bons gestionnaires d'argent et avoir finalement une très bonne situation avec une certaine garantie, avec un fonds de sécurité. Voilà, ce genre de choses qu'on va évoquer au fur et à mesure dans ce podcast. Donc voilà, j'arrive vraiment dissocier, je pense, ce côté statut social avec la gestion de l'argent, parce que ça a clairement rien à voir. On voit même tous les grands sportifs, les grands footballeurs, et on apprend quelques années après leur fin de carrière que ces personnes en fait finissent ruinées alors qu'elles ont des millions. Alors que pourquoi finalement, on pourrait se poser la question, ou même pourquoi de la même manière la moitié des joueurs des gagnants du loto finissent quelques années après ont fait banqueroute. Pour la simple et bonne raison que ces personnes n'ont pas les connaissances financières, elles n'ont pas d'éducation financière et au final font n'importe quoi de leur argent. Donc voilà, d'où l'intérêt vraiment encore plus par rapport aux 3 raisons que vous avez évoquées, par rapport à même tout ce qu'on va voir le long de ce podcast, l'intérêt vraiment de maîtriser ses dépenses, de maîtriser son budget et d'avoir une véritable éducation financière. Alors on va passer maintenant au vif du sujet et on va parler de ce livre qui a clairement pour moi révolutionné ma manière de voir l'argent, ma manière de gérer mon budget, ma manière de vraiment... Ouais, vraiment, ça m'a secoué quand j'avais lu ce livre. Alors, ça fait quelques années maintenant, je crois que c'était en 2017. C'est un livre vraiment... Alors, je vais pas vous spoiler dans ce podcast. L'idée, c'est pas de vous faire un résumé du livre. En fait, j'ai tout simplement repris 10 idées importantes du livre et je vais en parler comme ça. L'idée, c'est vraiment de vous donner un peu un horizon, de vous donner un peu une couleur, un petit peu que vous puissiez connaître, grâce à ce podcast, quand même des bonnes bases dans l'éducation financière. Mais le mieux que je vous invite à faire, c'est à la fin de ce podcast, de commander le livre et de le lire. Voilà, c'est un livre qui se lit en plus facilement qui est super sympa, puisque il y a une histoire. C'est pas juste un livre technique qui va vous dire faites ci, faites ça, hop, et comme ça vous saurez gérer votre argent. Non, il y a vraiment une histoire, et ça c'est ce qu'on va voir dans petit à petit l'introduction. Alors rapidement pour parler de l'auteur, donc c'est Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur américain qui est né en 47, voilà, donc il est né après la Seconde Guerre mondiale, juste un petit peu après, et c'est un Américain donc qui a grandi à Hawaï. Il est le fils d'un éducateur qui s'appelle Ralph Kiyosaki et qui était en fait dans le corps des Marines, voilà, donc qui travaillait pour les États-Unis et qui pendant la guerre du Vietnam, donc en fait tout simplement pour concrètement dire, il vient pas en fait d'une famille d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'une famille où il gère un gros capital financier. En fait, il vient d'une famille finalement assez simple à Hawaï. Et Robert Kiyosaki a créé, en fait, il est rapidement devenu un entrepreneur. C'est un peu ce qu'il explique en fait dans son livre Père riche, Père pauvre. En fait, il est devenu entrepreneur. Il a créé une entreprise qui a créé en fait des portefeuilles en nylon et velcro. Voilà, des modèles qui s'appellent des modèles surfeurs. Alors, je vous invite à faire une petite recherche sur Internet si ça vous intéresse. Mais il a créé son entreprise de là-dedans en 77 et en 80. Il a créé une autre entreprise qui crée et distribue des t-shirts de groupes de rock
voilà, que bon, une entreprise qu'il a vendue quelques années après, et puis finalement, voilà, c'est un investisseur. Ensuite, il s'est intéressé beaucoup à l'immobilier, notamment, et après il a écrit plusieurs livres, notamment Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow, et encore d'autres ouvrages, vraiment, que je vous inviterai après Père riche, Père pauvre à lire. Mais voilà, il a créé quand même pas mal de livres. Là, j'ai toute la liste. Il a écrit un paquet de livres. Voilà, moi je me suis intéressé vraiment aux principaux qui sont vraiment Père riche, Père pauvre, et le cadran du cash flow, qui est intéressant aussi, hein, le cadran du cash flow qui est pas mal, qui en fait, on va dire, qui explique 4 classes en fait d'investisseurs. On a le salarié, l'entrepreneur, l'indépendant et l'investisseur. Et c'est intéressant de comprendre un peu ces couleurs-là. C'est vraiment intéressant, et en fait c'est vraiment un livre qui va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Le cadran du cash flow, voilà. D'autant plus que Père riche, Père pauvre aussi va clairement vous ouvrir les yeux, et je vous invite vraiment à le lire. Alors, donc voilà un peu l'histoire, voilà, rapidement de Robert Kiyosaki. Donc nous, on va vraiment s'intéresser à son livre Père riche, Père pauvre, et tout simplement, tout d'abord, ça veut dire quoi? Père riche, Père pauvre. C'est vrai que le titre, il est pas forcément ultra vendeur. C'est pas, par exemple, je sais pas, l'éducation financière pour tous ou l'éducation financière facile. Voilà. Là, en fait, c'est Père riche, Père pauvre. Alors, pourquoi, tout d'abord, Père riche, Père pauvre? En fait, concrètement, dans ce livre, Robert Kiyosaki, en fait, il compare les enseignements financiers de son père riche à ceux de son père pauvre. Alors, en fait, il n'avait pas réellement deux pères. Il a un père de sang, donc son père qui était un père pauvre entre guillemets, hein, il y a rien de péjoratif là-dedans, et un père riche qui était en fait un ami de son père, qui était en fait un investisseur immobilier et qui lui gagnait de l'argent grâce à ses rentes, grâce notamment voilà à l'immobilier et à d'autres investissements. Donc en fait voilà, il considérait plus jeune dans son enfance, Robert Kiyosaki considérait qu'il avait deux pères. Donc son père biologique, comme j'ai dit, qui était dans les Marines, qui avait un peu une mentalité, on va dire, pauvre, sans que ce soit péjoratif, hein, j'insiste bien là-dessus, et un père qui était un ami finalement de la famille, qui était lui un père riche, entre guillemets, qui lui était un investisseur immobilier prospère et qui finalement passait son temps, on va dire, à avoir des investissements, à créer des entreprises, etc., etc. Et donc, en fait, dans son livre, Robert Kiyosaki va exposer les pensées de son père pauvre aux pensées de son père riche. Et grâce à ça, en fait, en ayant un peu ces deux couleurs devant lui, eh bien, il va comme ça voir un peu les différences et comprendre un petit peu comment la plupart des gens fonctionnent et comment les personnes qui s'enrichissent et comment les personnes qui ne manquent pas d'argent et qui gèrent bien leur argent, finalement, arrivent à s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que il ne s'intéresse pas finalement juste à son père riche, mais il arrive comme ça un peu à comparer les deux, et c'est ce qu'on va voir dans les différents points qu'on va voir ensemble. Donc voilà un petit peu pour vous situer le livre, et en fait l'objectif de l'auteur, eh bien il encourage les lecteurs à apprendre et à gérer leur argent de manière plus efficace, à devenir propriétaires de leurs actifs et à éviter les dettes inutiles. Et ça on va le voir dans les points que je vais évoquer juste après. Et la leçon, en fait, le projet de ce livre, c'est finalement d'en tirer plusieurs leçons clés sur la gestion de l'argent et la création de richesses, car en fait voilà, il donne en fait plusieurs leçons qui à la fin vous serviront à devenir finalement le père riche qu'il évoque dans son livre. Alors, on va commencer maintenant avec... on a 10 raisons à faire, 10 leçons, donc on va pas trop tarder, puisque j'aurai quand même, je pense, sur certaines, pas mal de choses à dire. Alors, la première leçon, je vais vous la lire, et après je vais revenir dessus. Alors, la première leçon, c'est la différence entre actif et passif. Donc Robert Kiyosaki insiste sur l'importance de comprendre la différence entre les actifs qui génèrent de l'argent, comme l'immobilier, et les passifs qui coûtent de l'argent, comme les dettes à taux élevés. Alors ça, c'est une règle de base, en fait, c'est clairement, voilà, si quelqu'un me demandait quelle est la règle de base finalement de on va dire de la gestion de l'argent et de l'investissement, en fait je lui dirais la chose suivante. Je lui dirais, c'est simple, il y a des actifs,
il y a des choses qu'on considère des actifs et il y a des choses qu'on considère des passifs. Si tu veux t'enrichir, il faut que tu aies plus d'actifs que de passifs. À l'inverse, si tu veux t'appauvrir, il faut que tu aies plus de passifs que d'actifs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit peu, c'est comment je pourrais comparer ça? Qu'est-ce qui me viendra en tête? Un petit peu comme un compte bancaire. En fait, c'est simple. Si vous avez plus de dépenses que de rentrées d'argent, forcément vous allez être dans le rouge. Et bien à l'inverse, si vous avez plus de rentrées d'argent que de pertes d'argent que de dépenses, eh bien vous allez être dans le vert. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est des vases communicants et forcément, voilà, il faut que vous ayez plus d'actifs que de passifs afin de vous enrichir. Mais évidemment, le problème à ça, c'est que tout d'abord, il faut savoir dissocier un actif et un passif, puisque je vais vous donner quelques exemples comme ça, mais forcément, il y a des choses, c'est assez évident, il y a des choses qui sont de vrais actifs, il y a des choses qui sont de vrais passifs, mais il y a des choses, des fois, faut un peu chercher, en fait. Il y a des choses parfois qui sont passives, il y a des choses qui sont des passifs, mais qui peuvent se transformer en actifs, et il y a des actifs qui peuvent malheureusement finir en passifs. Donc c'est ça en fait la subtilité de la chose, c'est que il faut vraiment un peu se pencher sur le sujet et voir vraiment quels sont les vrais actifs et quels sont les vrais passifs. Alors un actif, donc c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, simplement un actif par exemple ça peut être de l'immobilier. L'immobilier, voilà, c'est un actif, c'est-à-dire que vous achetez une maison, vous mettez un locataire dedans et cette personne va vous rapporter de l'argent. Voilà, c'est aussi simple. Enfin, c'est facile à dire. Après, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, évidemment, pour avoir une bonne rentabilité, mais c'est un actif. Un travail est un actif. Quand vous travaillez, vous apportez de la valeur à une entreprise et en échange de la valeur et du temps que vous accordez à cette entreprise, vous avez un salaire, une rémunération et donc c'est un actif, ça vous rapporte de l'argent. Un actif aussi, c'est une entreprise. Si aujourd'hui vous avez créé votre propre entreprise et que vous générez des revenus, eh bien c'est un actif, ça va vous rapporter de l'argent. Des titres ou des actions en bourse, si vous avez des ETF en bourse ou voilà un beau panier bien garni d'actions, eh bien c'est pareil. Ce sont des actifs puisque ces actions sur le long terme vont normalement prendre de la valeur et vous allez gagner plus d'argent, donc mettre de l'argent dans votre poche. Donc voilà un peu rapidement les actifs. Ça pourrait être aussi les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies peuvent être des actifs. Voilà, vous investissez dans une petite crypto-monnaie, cette crypto-monnaie fait x10 et forcément à la fin vous avez plus d'argent dans votre poche, donc cette crypto-monnaie a été un actif, etc. Il y en a plein. Après, il y a plein d'autres choses en fait qui peuvent être des actifs et qui peuvent mettre de l'argent dans votre poche. Vous pouvez par exemple mettre une partie de votre maison en location courte durée, donc sur Airbnb, et en fait cette pièce de la maison ou cette dépendance que vous avez de la maison là, en fait peut vous rapporter de l'argent. Donc voilà, il y a plein. En fait, il faut réussir vraiment à dissocier et à trouver comme ça les actifs. Et puis à l'inverse, les passifs, ça va être des choses qui vont retirer de l'argent de votre portefeuille. Donc là, ça va être, par exemple, ça peut être l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, si vous achetez votre résidence principale, c'est un passif puisque vous payez tous les mois pour vivre dedans. Alors là, vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, je suis obligé d'avoir un loyer. Oui, mais en fait, voilà, il y a sur certaines mesures. Attention, parfois, votre résidence principale peut être un actif sous certaines conditions. Par exemple, voilà, si vous achetez un immeuble de rapport, donc c'est un immeuble où il y a plusieurs appartements dedans, il y en a 4, on va dire, vous habitez dans un des 4 et les 3 autres vous les louez, en fait, votre résidence principale vous rapporte de l'argent, donc c'est un actif. Voilà, d'où la différence. Une voiture est un passif. Alors c'est souvent le passif qui ressort le plus. Mais si vous achetez une voiture à crédit, voilà, là on est clairement sur un des plus gros passifs qui soit, surtout d'acheter une voiture neuve, c'est-à-dire que vous achetez une voiture à 50 000 euros, vous l'achetez neuve, vous mettez un crédit dessus, donc un crédit on va dire à 3%, ok c'est bien, vous allez sortir du garage de la concession avec votre voiture, déjà elle va
va perdre 5 à 10% de sa valeur. Donc bon, déjà ça fait un peu mal, hein, vous allez perdre comme ça quelques milliers d'euros, puis après tous les mois il va y avoir l'usure de la voiture, la décote de la voiture. C'est au final c'est un gros passif, et sur les 50 000 euros que vous avez emprunté un crédit pour cette voiture, et bien à la fin vous allez perdre de l'argent en fait, vous allez perdre de l'argent, cette voiture va vous appauvrir. Mais à l'inverse, attention, une voiture peut aussi être un actif. Si par exemple vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler et que cette voiture vous rapporte, que votre travail vous rapporte vraiment de l'argent, mais que cette voiture, vous avez réussi à l'avoir avec un crédit à taux très faible, et que, je sais pas, vous arrivez, par exemple, je sais pas, à mettre des panneaux publicitaires sur cette voiture et que vous êtes payé pour avoir mis de la publicité sur cette voiture, vous pouvez la transformer en actif. Enfin voilà, par exemple, pour un taxi ou pour un chauffeur VTC sur un chauffeur Uber, eh bien c'est pareil, sa voiture est un actif puisque c'est son outil de travail en fait. Voilà, et ça pour plein de choses en fait. Attention, voilà, faut bien réussir à comprendre un peu de ces nuances-là. Un ordinateur, par exemple, peut être un passif. Si vous achetez un ordinateur gamer juste pour jouer et que ça ne vous rapporte rien, eh bien c'est un passif puisque cet ordi finalement ça va juste servir pour vous divertir. Par contre à l'inverse, si c'est votre outil de travail, que vous êtes graphiste et que grâce à cet ordinateur vous pouvez créer de la valeur et donc gagner de l'argent, eh bien cet ordinateur est un actif. Donc voilà, faut bien en fait comprendre un peu toutes les notions et pas tomber non plus. J'ai vu beaucoup de personnes dire de classer de manière simple, voilà, une voiture, hop c'est forcément un passif. Ben non en fait, une voiture peut être un actif. Je peux donner par exemple quelqu'un qui aurait 500 euros de dépenses de gasoil tous les mois pour aller travailler, qui passerait par exemple sur une voiture électrique qui lui coûterait finalement beaucoup moins, qui lui ferait faire des économies, ça peut être intéressant, quitte à s'endetter sur une voiture, mais si derrière finalement son endettement arrive à couvrir une grande partie des dépenses de gasoil, eh bien sa voiture d'une certaine manière est un actif. Voilà, bon, après, il faut qu'au niveau du crédit, tout ça soit intéressant. Mais en fait, il faut vraiment différencier, il faut vraiment en fait creuser un petit peu le truc et réussir à différencier clairement la différence entre un actif et un passif. Et ça, c'est vraiment la règle de base en fait qu'enseigne Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, c'est de déterminer qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui est un actif et qu'est-ce qui vous fait perdre de l'argent, ce qui est un passif. Donc voilà pour ce premier point, on va passer au deuxième point maintenant. Et le deuxième point, finalement, je vous en ai un peu parlé en introduction de ce podcast, c'est l'importance de l'éducation financière. Donc Robert Kiyosaki souligne combien il est important d'apprendre à gérer son argent de manière efficace et de se former aux différentes stratégies d'investissement. Donc ça, voilà. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment, c'est aujourd'hui primordial d'avoir une éducation financière. Si vous débutez aujourd'hui dans la vie active, en fait, plus tôt sera le mieux. Si aujourd'hui vous avez 18 ans, c'est parfait de maîtriser les bases des finances personnelles. Moi, j'avais pas cette éducation financière à 18 ans. Je mettais pas d'argent de côté. Dès que j'ai pu, j'ai acheté une voiture à crédit. Et vraiment, là, c'était le gros passif puisque ça m'apportait aucune valeur finalement. C'était juste une voiture un peu plus sympa, qui était un peu plus sportive que la voiture que j'avais eue lorsque j'ai eu mon permis. Mais c'était clairement le pur passif. Aujourd'hui, je sais que par expérience et du fait d'avoir cette éducation financière que je n'avais pas avant, évidemment, je ne ferai pas cette erreur-là. J'irai pas m'endetter aujourd'hui pour avoir une voiture de sport qui consomme à fond. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose vraiment à avoir assez rapidement dans la vie, puisque ça va vous permettre vraiment, littéralement, de changer votre vie. En fait, de changer votre vie. On voit des personnes qui sont quand on a une certaine éducation financière, on voit très rapidement les personnes qui savent gérer leur argent et celles qui ne savent pas gérer leur argent. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des bons salaires, qu'on considère des bons salaires par rapport aux revenus médians en France, mais qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Alors qu'il y a des personnes qui gagnent moins et qui arrivent à boucler les fins de mois. Pourquoi ? Puisque c'est une question d'éducation financière. Alors, il y a aussi, on pourrait associer ça à une question d'ego aussi parfois. Les personnes qui veulent aussi parfois vivre au-dessus de leurs moyens, se faire un peu trop plaisir, ou parfois même montrer malheureusement qu'elles ont plus d'argent que les autres. Ça, c'est encore un autre débat. Mais
Mais voilà, faut bien une fois que vous avez acquis vraiment les bases de l'éducation financière, bah ça vous arrivez à le voir. Et il y a plein d'erreurs que vous n'allez pas faire et ça change en fait. C'est des petites choses, mais petit à petit, mis bout à bout, bah en fait ça vous change littéralement votre manière de gérer votre argent et donc votre manière après de vivre. Forcément, voilà. Alors on va passer maintenant au troisième point, qui est pas mal celui-là, l'importance de la propriété de ses actifs. Alors le livre encourage les lecteurs à devenir propriétaires de leurs actifs plutôt que de simplement travailler pour de l'argent. Alors c'est un point sur lequel je vais m'attarder un petit peu parce que ce point-là, je le trouve lui aussi fondamental. Je le dirais, une fois que vous avez une bonne éducation financière, du moins une bonne éducation financière déjà, ça serait déjà écouter ce podcast jusqu'à la fin. Déjà vous allez avoir une certaine base et ensuite de lire notamment Père riche, Père pauvre et encore d'autres livres sur l'éducation financière. Voilà, vous lisez 2-3 livres et déjà vous avez quand même des bases solides, même en écoutant ce podcast. Et en lisant derrière Père riche, Père pauvre, vous avez plus d'éducation financière que 90-95% des gens autour de vous. Donc voilà, c'est important vraiment on s'imagine pas des fois juste en regardant une vidéo, en écoutant un podcast ou on va dire en lisant un livre, on se rend pas compte des connaissances qu'on arrive à accumuler sur des sujets et voilà, c'est la petite parenthèse, mais en tout cas vraiment vous allez vraiment évoluer sur votre éducation financière en vous y mettant un petit peu. Ça prend pas énormément de temps. On parle pas de faire une formation sur 6 mois et de développer une nouvelle compétence. Non, c'est pas ça. C'est juste vraiment des petites choses qui vont vraiment vous permettre de changer beaucoup de choses. Et donc ce troisième point, finalement, je pourrais le mettre juste après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une bonne éducation financière, ce troisième point est super important car en fait, il s'agit de la propriété de ces actifs. Et en fait, pour le dire de manière plus simple, Robert Kiyosaki dans le livre, en fait, il le dit tout simplement, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos propres business, de vos propres affaires, en fait. Pensez à vous, tout simplement. Si aujourd'hui vous êtes salarié, la plupart des salariés, même la grande majorité des salariés aujourd'hui, une fois que leur boulot est terminé, ces personnes rentrent chez elles, et peut-être que c'est votre cas, hein. Vous rentrez chez vous, et voilà, vous profitez du temps que vous avez pour vous reposer, pour vous divertir, pour tout simplement, en fait, vous reposer de votre travail. Mais en fait, et je suis totalement d'accord avec l'auteur, lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour enrichir une entreprise, vous travaillez pour développer une entreprise. En fait, vous, ce que vous faites, c'est que vous apportez du temps et de la valeur pour cette entreprise, et grâce à votre temps et à votre valeur, l'entreprise gagne de l'argent et peut prospérer. Mais malheureusement, vous n'êtes qu'une pierre à l'édifice et pendant tout ce temps-là, vous ne vous occupez pas en fait de vos propres affaires. Et c'est là où il faut trouver un moment. Alors ça peut être 1 heure par jour, vous pouvez même commencer par 30 minutes par jour. C'est déjà pas mal. Mais vous passez 30 minutes par jour déjà à vous occuper de vos propres business, de votre propre affaire en fait, de votre propre entreprise. Alors, pas forcément créer un business en ligne, une entreprise, même si moi, c'est quelque chose sur lequel je conseille vraiment d'aller, de vous positionner. Mais ça peut être tout simplement de vous intéresser à la bourse, par exemple, ou à l'immobilier. Ça peut être vous vous occupez en fait de vos affaires d'enrichissement, j'entends bien. Voilà, c'est pas un loisir ou quoi, mais en fait, vous pensez à vous, tout simplement. Et ça, c'est indispensable de faire ça, puisque si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera pour vous, en fait, hein, c'est ça. Vous pouvez passer facilement 40, 45 ans, 50 ans à travailler pour une entreprise et sans derrière, à la fin, vous dire, finalement, oui, j'ai jamais travaillé pour moi. J'ai jamais créé des choses pour moi. J'ai jamais créé une entreprise. J'ai jamais investi en bourse. J'ai jamais investi en immobilier. J'ai jamais créé un actif. Et ça, voilà, c'est vraiment important de penser à ses propres affaires, à se focaliser sur vraiment votre propre boule d'enrichissement, un petit peu comme une boule de neige. L'enrichissement, l'investissement, c'est ça en fait, c'est un petit peu comme une boule de neige. Au début c'est tout petit, ça fait la taille d'une bille, vous la poussez, ça descend la pente, voilà, ça grossit, et ça devient une boule de pétanque, après une boule de bowling, et à la fin, voilà, vous avez une boule énorme, et c'est ça en fait, l'investissement c'est ça, et plus tôt vous commencez, et mieux c'est pour la suite. Donc voilà, même si vous écoutez ce podcast, que vous êtes à un âge un petit peu plus avancé, c'est pas grave, en fait, vous pouvez quand même commencer à dès maintenant
évidemment, il n'y a pas forcément d'âge, mais voilà, il faut penser vraiment à ses propres affaires et il faut trouver du temps pour ça, voilà, pour ses propres affaires en parallèle d'un travail et voilà, vraiment en fait vous allez vous récompenser vous-même sur le long terme à faire ça. Et justement, en parlant de long terme, on va parler du 4e point maintenant, qui est le suivant, l'importance de la pensée à long terme. Kiyosaki insiste sur le fait qu'il est important de penser à long terme et de planifier à l'avance pour atteindre ses objectifs financiers. En fait, c'est ça. Comme je l'ai dit juste avant, il ne faut pas voir le court terme. L'investissement, l'enrichissement, c'est pas une bataille finalement. En fait, c'est une guerre. Et une guerre se gagne via plusieurs batailles. C'est sur le long terme que ça se fait. En fait, on s'enrichit pas comme ça en un claquement de doigts. Alors ça va c'est un peu un esprit contrarien par rapport à un petit peu la société actuelle, par rapport à tout ce qu'on peut voir, le gain rapide. Moi, combien de fois j'ai évoqué ça, que ce soit en podcast, que ce soit par mail ou sur Telegram, mais des personnes comme ça qui vous promettent comme ça des gains d'argent rapidement. Voilà, on peut associer ça aussi aux jeux d'argent, au casino, tous ces trucs-là, où en un claquement de doigts comme ça, boum, on devient riche et c'est terminé. Voilà, je suis riche. J'ai gagné comme ça au loto, ça y est, ça y est, je suis riche. Mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut penser en fait long terme. Il faut en fait se dire que chaque jour vous allez progresser, évoluer. Vous allez mettre 1 euro par-ci, 1 euro par-là. C'est un petit peu, alors je sais plus le nom exact de ça. Je n'ai plus en tête malheureusement, mais c'est un petit peu le côté du café Starbucks en fait. Si par exemple vous avez l'habitude tous les jours de mettre je sais pas, 5 euros, je sais même pas combien ça coûte d'ailleurs un Starbucks, hein, c'est peut-être même plus que ça maintenant, mais si vous avez, je sais pas, l'habitude de mettre 5 euros dans un café tous les jours, un café Starbucks, en fait ces 5 euros, plutôt que de les mettre dans un café, mettez-les dans une petite boîte. Et puis, voilà, jour 1, 5 euros, jour 2, 10 euros, etc., etc. Et puis à la fin du mois, eh bien, vous avez, si mes calculs sont bons, vous avez à peu près 150 euros de côté. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, 150 euros à la fin du mois, c'est bien, mais au bout d'un an, ça fait combien ? Ça fait 1800 euros si mes comptes sont bons. Donc voilà, 1800 euros sur une année, c'est pas mal. 1800 euros, eh bien ça peut... Alors, vous pouvez utiliser la moitié pour vous faire plaisir, partir en vacances, et l'autre moitié, vous pouvez l'investir. L'investir en bourse, l'investir dans servir d'apport pour de l'immobilier, utiliser cet argent pour un business en ligne. Vous avez après une utilisation qui est large et variée. Mais voilà, en fait, il faut le voir un peu comme ça. Alors, vous pouvez aussi associer ça à un café à 1 euro. Je sais pas, par exemple, l'argent que vous mettez tous les jours dans la machine à café, voilà, ça peut être pareil. Mais ça se fait en fait sur le long terme. Il faut vraiment voir le long terme lorsque l'on investit. C'est pareil en fait pour une entreprise. Il n'y a pas de gain rapide comme ça. Il faut vraiment essayer de sortir de ça. Et souvent, dites-vous aussi que ceux qui s'enrichissent vite ou ceux qui gagnent vite de l'argent, en fait, ils le perdent aussi vite. C'est un petit peu pareil comme la perte de poids. La perte de poids, souvent, plus on va perdre de poids lentement et plus on est sûr de pas le reprendre derrière. Si vous perdez du poids très rapidement, en fait derrière vous pouvez le reprendre aussi vite. Ça fait un peu l'effet yo-yo. En fait c'est ça. C'est pareil pour justement l'argent. Il faut vraiment voir sur le long terme. On va passer au 5e point. Déjà la moitié, mais on avance quand même dans ce podcast. On est déjà à 42 minutes exactement. Le 5e point, c'est l'importance de la prise de risques calculés. Le livre encourage les lecteurs à prendre des risques calculés pour créer de la richesse plutôt que de se contenter de suivre les sentiers battus sûrs mais peu rentables. Alors pareil, c'est un point qui est super important. Je vais pas faire trop long non plus parce qu'il nous reste quand même 5 points derrière. Mais en fait c'est ça, c'est de prendre des risques calculés. Si aujourd'hui vous ne prenez pas de risques dans votre principe d'enrichissement, eh bien malheureusement, vous n'allez pas non plus beaucoup vous enrichir. En fait, tout comme à l'inverse, si vous prenez trop de risques, vous risquez de tout perdre. Donc voilà, en fait, il faut avoir un juste milieu. Il faut pas non plus rester trop dans les sentiers battus, c'est-à-dire vous dire pour investir mon argent, ça sera le livret A, voilà, ça sera un PEL, ça sera un placement financier dans ma banque classique, un truc traditionnel. Mais à l'inverse, il faut pas se dire je vais faire all-in, donc tout mettre d'un coup sur une crypto-monnaie qui me semble
prometteuse, hein. Il y a un mec qui en a parlé et cette crypto-monnaie apparemment elle va faire x100, alors que derrière en fait le truc s'effondre et vous perdez tout votre argent. En fait il faut calibrer entre les deux, se situer un peu entre les deux, mais et investir. Mais dans tous les cas il faut quand même sortir de ces sentiers battus, il faut un petit peu sortir de tout ça. Donc ça implique une fois de plus d'avoir un certain intérêt. Ça vous force en quelque sorte à sortir un petit peu de tout ça et à aller chercher les informations par vous-même. Vous voulez un investissement qui est plus rentable qu'un livret A ou qu'un livret dans une banque traditionnelle, eh bien il va falloir aller le chercher, il va falloir se renseigner, chercher des sources fiables, chercher avoir des éléments qui sont fiables, calculer le risque que vous avez derrière et vous lancer. Voilà, il suffit pas juste de dire ça tout le monde le fait, c'est que ça doit être bien. Pas forcément en fait, hein, c'est justement l'inverse. Très souvent en fait, faut pas suivre ce que les gens font. Si vous suivez ce que les gens font, vous allez regarder la télévision tous les jours, vous allez mettre votre argent sur un livret A et justement vous n'allez pas avoir d'éducation financière. Donc après je vous renvoie au tout début de ce podcast. Donc vraiment il faut sortir un peu des sentiers battus et faire les recherches par soi-même pour évoluer, pour apprendre, pour avancer et pour obtenir les résultats qu'on a envie d'obtenir. Donc ça c'est vraiment important, ce point-là aussi, de vraiment avoir un risque calculé dans tout ce qu'on fait. Moi à titre personnel, je m'intéresse à l'immobilier depuis un petit paquet d'années maintenant. Je suis très très pointilleux sur le bien que je recherche, mais parce que j'estime que le risque derrière est quand même assez grand. L'immobilier a un risque qui est pour moi beaucoup plus élevé que la bourse, dans le sens où la bourse en général, quand on investit surtout comme je le fais dans des ETF, c'est quand même assez stable, on a quand même un certain recul. L'immobilier, la première opération immobilière à faire, c'est souvent la plus compliquée en fait. C'est la plus compliquée parce que si elle passe, eh bien vous pourrez en faire d'autres derrière. Si elle passe pas, vous pourrez plus en faire d'autres derrière très souvent, et en plus de ça vous risquez d'être vraiment très embêté avec ça. Et ça peut vraiment être très très compliqué derrière. Donc moi je sais que je suis très pointilleux, j'ai un risque qui est beaucoup plus élevé dans l'immobilier que j'ai pu avoir dans les crypto-monnaies ou la bourse. Moi j'ai investi dans la bourse et dans les crypto-monnaies assez rapidement et assez facilement finalement, alors que l'immobilier je suis très très pointilleux là-dessus parce que je connais après derrière toutes les problématiques qu'il peut y avoir et l'expertise même qu'il faut avoir derrière. Donc vraiment calculer le risque et et après passer à l'action tout simplement. On va passer au 6e point qui est le suivant, l'importance de la diversification. Kiyosaki encourage les lecteurs à diversifier leur investissement pour minimiser les risques. Eh bien, je renvoie directement à la phrase la plus connue peut-être dans l'investissement, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas miser que sur un seul truc, que sur une seule classe d'actifs. Il y a des personnes qui vont investir que dans l'immobilier par exemple. Ok, c'est une chose, mais il y a d'autres choses qui sont bien aussi, faut aussi prendre en compte. Tout comme à l'inverse, c'est bien de s'intéresser à l'immobilier, à la bourse par exemple, mais les crypto-monnaies sont pas mal aussi. Donc il faut savoir se diversifier à la fois dans les classes d'actifs comme je viens de le dire, mais dans les actifs eux-mêmes. Si vous avez aujourd'hui un portefeuille de bourse, eh bien c'est bien d'avoir des actions américaines, mais aussi de contrebalancer avec des actions européennes ou des actions chinoises, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Le marché américain peut s'effondrer, et derrière, heureusement que vous avez un peu de marché européen et de marché chinois, parce que ça contrebalance. Tout comme à l'inverse, si par exemple vous aviez investi il y a un an uniquement dans les marchés européens, fier européen que vous êtes dit, moi j'investis que en Europe, et bien avec la guerre qu'il y a eu, la crise de la guerre en Ukraine, les marchés européens se sont fracassé en 2022. C'était clairement un bain de sang, alors que le marché américain, lui, a quand même plutôt bien stabilisé dans l'ensemble. Il a fait quand même une performance qui a été correcte en 2022. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de la diversification. Et c'est pareil pour les crypto-monnaies. Si vous avez que du Bitcoin, eh bien c'est dommage, parce que le Bitcoin aujourd'hui n'a pas une fluctuation qui est très importante. Il n'a pas une volatilité qui est très haute, parce qu'on arrive déjà sur des niveaux assez hauts. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont eu de très belles performances les années précédentes, notamment en 2021. 2022 a été une année mauvaise pour la crypto,
très mauvaise même. Et c'est dommage de pas profiter justement, un peu de ces petites crypto-monnaies comme ça qui peuvent pousser, tirer vers le haut votre portefeuille. Donc voilà, l'intérêt une fois de plus de se diversifier. Et pareil pour l'immobilier. L'immobilier, c'est pas mal. Moi, je suis des investisseurs qui ont justement des biens qui louent en longue durée, donc avec un locataire qui est là à l'année, mais qui contrebalance, qui augmente leur performance globale d'invest en immobilier avec de la courte durée, avec du LCD, donc du Airbnb notamment ou du Booking.com, qui en fait ils louent comme ça à la nuitée et c'est beaucoup plus rentable en fait en termes de coût à la nuit. Forcément, si vous louez une seule nuit 60 euros alors que ce même bien vous le louez 500 euros pour un mois entier, il y a quand même une différence de rentabilité. Donc c'est pas mal de se diversifier dans tous les cas, et idem, je pourrais même dire pour les business internet notamment, de pouvoir se diversifier. Internet offre énormément de possibilités et surtout permet de pouvoir vite changer. C'est très malléable en fait, hein. Vous pouvez vous lancer dans un business, vous lancez pendant un mois et puis voir que si les résultats attendus ne sont pas là, vous pouvez facilement reconvertir. Contrairement à un business physique où un business physique, vous louez les murs, vous lancez votre activité, vous achetez du stock. Après derrière c'est un peu compliqué à chaque fois de changer. Donc l'importance aujourd'hui de se diversifier et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Le 7e point maintenant, on va parler donc de l'importance de l'entrepreneuriat. Le livre met en avant l'importance de devenir entrepreneur pour créer sa propre richesse plutôt que de se contenter, je vais y arriver, on arrive à la fin du podcast, d'un emploi salarié. Et bien en fait c'est ça rejoint un peu le point précédent. Il ne faut pas se contenter, je vais y arriver, d'un emploi salarié. Tout simplement parce que pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de vos propres affaires. Vous allez en fait enrichir une entreprise, enrichir un système dont vous n'êtes pas propriétaire. Et c'est un peu dommage. Alors, je dis pas, moi je fais pas partie de ceux qui il y en a aussi beaucoup de personnes qui crachent à 100% sur le salariat. Pour moi, le salariat offre des avantages que n'a pas l'entrepreneuriat. Les deux, je trouve, sont plutôt complémentaires dans l'ensemble et je suis plutôt assez, on va dire, mitigé, on va dire, sur le salariat, contrairement à certains qui coupent qui tranchent le salariat et qui parlent de rat race tout de suite, que le salariat est la pire invention du siècle, etc. Aujourd'hui, il y a des salariés qui sont très heureux et il y a des salariés qui sont très malheureux, et c'est pareil pour les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont très malheureux et des entrepreneurs qui sont très heureux. C'est pareil pour le salariat, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je pense que il faut être un peu juste, mais pour autant, si vous êtes salarié aujourd'hui, c'est bien aussi de vous occuper de vos propres affaires. Ça peut être vraiment, je vous invite à réécouter le point, c'était le point 4, je crois, ou le point 3, je sais plus. C'était le point 3. Et bien de créer en fait votre propre business, votre propre activité. Et ça peut démarrer par pas grand-chose, hein. Vous pouvez commencer sur Internet par proposer des services, des microservices, sur le site ComeUp par exemple, qui est un site qui propose des services pour d'autres particuliers ou des entrepreneurs. Vous pouvez développer une compétence dans la création de sites internet et vendre des sites internet. Alors je vous invite à écouter mon podcast sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, que j'ai sorti maintenant il y a 2-3 semaines, et justement je parlais, il y a pas mal d'emplois qui vont changer avec ça. On va, je pense, avoir une année 2023 où la sphère internet va énormément évoluer, je pense avec du positif mais aussi avec du négatif, peut-être même beaucoup de négatifs, mais ça, à voir comment ça va évoluer. Mais c'est intéressant de se former là-dedans et de voir après ce qui pourrait être intéressant à faire. Mais dans tous les cas, l'entrepreneuriat aujourd'hui est quand même quelque chose à développer si vous souhaitez augmenter vos revenus, améliorer votre confort de vie, mais surtout fait partie quand même d'un pilier de des finances personnel. On va passer au 8e point maintenant, qui est l'importance de la création de revenus passifs. Kiyosaki insiste sur l'importance de créer des revenus passifs qui continuent à entrer dans ses comptes même lorsque l'on ne travaille plus.
Alors là, pareil, je vais pas mal m'arrêter sur ce point. Alors déjà, on va éviter la confusion. C'est un peu le problème en fait, parce que là, bon, vous allez me dire, mais je comprends pas. Il me parle de création de revenus passifs. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Alors qu'avant, on a vu qu'un passif, c'est quelque chose qui fait perdre de l'argent. Je comprends pas. Alors, en fait, ça n'a rien à voir. Un actif et un passif, on l'a vu. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, c'est quelque chose qui vous enlève de l'argent de votre poche. Voilà, ça on l'a vu, c'est un fait, on le met de côté. Là, en fait, l'auteur parle de revenus passifs. Un revenu passif, c'est en fait quelque chose qui tourne sans que vous n'ayez besoin d'être là. Quelque chose de passif, c'est quelque chose qui va automatiquement tourner, qui va automatiquement vous rapporter de l'argent. Alors que un revenu actif, eh bien, c'est par exemple d'être payé à l'heure. Si vous êtes payé à l'heure pour une tâche, eh bien, vous travaillez une heure, vous avez par exemple 20 € de l'heure, eh bien voilà, vous travaillez une heure pour avoir 20 €. Un revenu passif, c'est quelque chose qui tourne en automatique. Et donc, l'auteur insiste sur l'importance de créer des revenus passifs qui continuent à entrer dans ses comptes même lorsque l'on ne travaille plus. Et ça, c'est une clé indispensable. Pareil, je pourrais le mettre vraiment dans le top 3 des règles. En fait, c'est que faisons de manière simple et pragmatique. Une journée, c'est 24 heures. Peu importe que vous soyez Elon Musk ou que vous soyez vous salarié ou entrepreneur ou peu importe, les journées font pour toutes les personnes, à ce que je sache, font 24 heures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter du temps. D'ailleurs, aujourd'hui, la seule chose qu'on ne peut pas acheter dans le monde, c'est du temps. Voilà, on peut pas comme ça acheter du temps. Je vais acheter 10 ans de vie. Hop, voilà. J'emprunte pour acheter 10 ans de vie. Ça, on ne peut pas. Malheureusement, malheureusement et heureusement dans un sens, puisque sinon les personnes les plus riches pourraient avoir du temps en illimité. Il y aurait quand même une certaine injustice sur certains trucs quand même, mais on peut pas acheter du temps. Donc le temps est limité. Et qui dit temps limité dit que on peut pas passer sa vie non plus à travailler. Déjà, honnêtement, est-ce que vous avez envie de travailler jusqu'à déjà 65 ans? Ça, je vous renvoie à mon podcast de la semaine dernière où je parlais des retraites justement avec le mouvement FIRE. Est-ce que vous avez envie de travailler déjà autant de temps? Vous levez tous les matins, travailler, voilà. Ça déjà, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler autant de temps? La réponse pour la plupart des personnes est non. Et je le comprends tout à fait. Donc, l'intérêt qui est là, finalement, eh bien, c'est de réussir à créer des choses qui vont rapporter de l'argent sans qu'on ait besoin, en fait, de donner notre temps. Et c'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, moi qui me fascine. D'ailleurs, j'ai toujours eu un peu pas cette idée. Alors, je pense pas que je le ferai, mais moi, ça a été un peu une révélation lorsque j'avais lu notamment Père riche, Père pauvre, le concept de la machine de lavage, des stations de lavage pour les voitures. Moi, je trouve que c'est incroyable en fait. En fait, vous créez une station de lavage et donc vous mettez tout ça en place. Vous mettez un salarié qui va venir faire un petit peu de manutention toutes les semaines. Vous créez ça, vous investissez de l'argent dedans et vous y touchez quasiment plus finalement. Et en fait, tout le temps, les gens ils viennent, ils lavent leur voiture et en fait ils payent tout le temps. Et en fait c'est ça, en fait ce principe-là. Vous pouvez faire pareil avec des machines à laver. Voilà, il y a des personnes qui ouvrent des laveries automatiques. Et bien c'est pareil, vous achetez une machine à laver, vous payez le loyer en question. Et puis en fait toute la journée, les personnes elles vont venir laver leur linge et elles vont remplir de pièces sonnantes et trébuchantes une machine à laver. Et puis à la fin, vous faites une récolte et vous gagnez de l'argent sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Vous avez quand même mis un business en place, j'entends bien. Mais automatiquement, en fait, ça rapporte de l'argent. Et en fait, c'est ça, un revenu passif. Pour les business sur Internet, c'est un peu pareil. En fait, c'est la même chose. Moi, par exemple, j'ai des formations en ligne, j'ai des liens d'affiliation, j'ai créé du contenu sur Internet. Tous les jours, j'ai des centaines, des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, qui cliquent sur mes liens et en fait, qui vont s'inscrire à un programme, qui vont acheter une formation, qui vont faire telle ou telle chose, et en fait ça rapporte de l'argent automatiquement. J'ai pas besoin d'être là sur mon ordi et me dire je vais travailler pendant 1 heure et je vais rapporter tant. Et c'est ça en fait les revenus passifs, et c'est ultra important puisque en fait ça permet de complètement casser ce plafond de verre qui est le temps. En plus, je tiens à dire, mais en France légalement,
vous pouvez pas travailler plus de, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais c'est 45 heures, un truc comme ça. Donc en fait, grâce à ça, vous pouvez casser ce plafond de verre et augmenter l'argent que vous gagnez, que vous allez gagner, le taux horaire que vous allez gagner finalement. Vous pouvez très bien être salarié, avoir des revenus passifs à côté, et puis en fait, vous allez comme ça exploser le nombre, votre volume horaire. Et c'est comme ça en fait que les gens s'enrichissent réellement, puisque vous pouvez pas comme ça travailler à l'infini, même en termes de santé mentale, en termes d'épuisement, c'est pas bon. Donc non, vraiment, les revenus passifs, c'est clairement aujourd'hui, c'est clairement enfin une base de l'enrichissement, une base aussi de la gestion des finances personnelles. C'est que plus vous allez avoir de revenus passifs et plus vous allez avoir besoin de travailler, d'avoir des revenus actifs, et plus vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres choses. Vous pouvez faire ce qui vous plaît en fait, tout simplement, et c'est ça l'importance des revenus passifs. C'est notamment aussi le cas des auteurs, des personnes qui écrivent un livre. Après voilà, ils touchent tout simplement des royalties. Le livre est écrit une seule fois, après il est vendu sur toutes les plateformes, il est vendu dans les magasins et tout ça, et puis l'auteur derrière gagne des royalties. Et ça c'est génial, parce que ce livre derrière peut être vendu pendant 5, 10, 15 ans, après ça va peut-être s'essouffler, à moins que ce soit un gros best-seller comme Père riche, Père pauvre, d'ailleurs, qui je crois a été publié en 97. Et bien c'est pareil, son livre continue à se vendre encore 20-25 ans après, et ça lui a rapporté des milliers d'euros, des centaines de milliers, peut-être même des millions d'euros, dollars, enfin on va parler de dollars dans son cas, depuis maintenant plus de 20 ans, même 25 ans. Donc voilà, et ça c'est un revenu passif, l'immobilier est un revenu passif. Vous achetez une maison, une fois que vous avez payé, une fois que, si le locataire, son loyer est plus élevé que les charges, que le crédit et tout ça, et bien c'est pareil, vous avez de l'argent en automatique qui tombe tous les mois. Donc l'importance de créer des revenus passifs pour vraiment exploser en fait ce plafond de verre. On va passer maintenant à l'avant-dernier point. On est déjà à 1 heure là de podcast, donc on arrive sur la fin. L'importance de l'immobilier. Le livre met en avant l'importance de l'immobilier comme moyen d'acquérir des actifs et de créer de la richesse. Alors voilà, pour l'immobilier, je vous ferai peut-être d'ailleurs un jour un podcast dédié à l'immobilier. Peut-être quand j'aurai acheté un bien, d'ailleurs, ce sera, je pense, plus pertinent de le faire à ce moment-là, parce que pour le moment, je suis vraiment qu'un théoricien, on va dire, de l'immobilier. Mais voilà, l'immobilier, en fait, c'est quelque chose que recommande l'auteur. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, voilà, pour moi, c'est pas le seul et c'est pas non plus le meilleur moyen d'acquérir des actifs et de créer de la richesse. Moi, j'irais un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que oui, l'immobilier est très bien. Oui, l'avantage de l'immobilier, c'est que on peut faire des opérations, en fait, concrètement, vous n'avancez pas d'argent. Si aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité de le faire, vous empruntez, vous faites ce qu'on appelle un financement à 110%, c'est-à-dire que vous financez auprès de la banque. La banque, en fait, vous fait un crédit, hein, la banque achète à votre place la maison, les frais de notaire, les travaux, tout, en fait, hein, et puis vous mettez un locataire dedans et le locataire rembourse justement tous ces frais-là, et vous n'avez pas d'argent à avancer. Donc c'est comme ça que vous pouvez en fait d'un coup comme ça débloquer 100, 200, 300 000 euros avec un crédit. Alors que vous pouvez pas faire ça avec de la bourse finalement. Vous pouvez pas aller voir votre banquier et lui dire voilà, il me faudrait 100 000 euros, j'ai envie de l'investir en bourse. Il va vous dire non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un avantage qu'offre l'immobilier. Après il y a aussi pas mal d'inconvénients avec l'immobilier. Ça requiert, je trouve, quand même beaucoup de compétences techniques. Ça requiert beaucoup de temps par rapport à la bourse par exemple, qui finalement voilà, on peut investir assez facilement en bourse. C'est loin l'idée du gars avec ses 5 écrans là qui est là à trader toute la journée. Ça c'est pas de la bourse, ça c'est une activité de trader, et justement les traders sont pas, il y a je crois 90% des traders qui ne gagnent pas d'argent. Donc voilà, donc c'est pour ça que on est bien loin de cette idée là. Mais en tout cas voilà, l'importance de l'immobilier, l'auteur recommande l'immobilier. Oui, je suis d'accord avec lui, mais après sous certaines conditions évidemment, en fonction aussi de votre condition, c'est assez parfois compliqué d'emprunter. Donc après voilà, faut voir. Mais il faut quand même développer une bonne expertise en immobilier, et je pense qu'il faut aussi aimer ça. Voilà, faut aussi aimer ça. Si vous n'aimez pas l'immobilier, ne faites pas en fait de l'immobilier, tout simplement. Et puis on va passer au 10e et dernier point qui va clore notre podcast dédié aux finances personnelles.
c'est l'importance de l'épargne. Kiyosaki insiste sur l'importance de mettre de l'argent de côté pour les investissements futurs et pour faire face aux imprévus. Alors je vais le faire de manière assez simple, j'en ai parlé de nombreuses fois en vidéo YouTube, c'est un peu pareil, une base des finances personnelles, c'est d'avoir ce qu'on appelle un fonds de sécurité ou un matelas de sécurité aussi, le terme s'y prête bien, c'est de tout simplement en fait avoir une quantité d'argent qu'on a en fait, qui reste disponible à tout moment en cas d'imprévu. Alors cet argent, bah voilà, il va servir en fait à financer une machine à laver qui tombe en panne, une voiture qui a un problème, etc., etc. Et en fait, comment on calcule cette somme? Parce que là, vous pouvez vous dire, ouais, bah ok, c'est bien, mais combien je dois mettre de côté? Eh bien, en fait, il y a plusieurs calculs qui peuvent être faits. Le calcul le plus classique, on va dire, eh bien, c'est de prendre les mois de salaire, en fait. Si par exemple vous gagnez 2000 euros par mois, eh bien vous prenez 3 mois de salaire. Donc 2000 euros x 3, 6000, vous mettez 6000 euros de côté. Donc tous les mois vous épargnez un peu, une fois que vous avez vos 6000 euros de côté, et vous les laissez sur un compte, donc là un compte où l'argent est disponible assez rapidement, donc là on va parler d'un livret A, on va parler d'un LDD, livret de développement durable, on va parler après de, je sais plus le nom de ce livret, d'un LEP, voilà, donc des livrets en fait où l'argent est assez liquide et on peut le retirer rapidement. Évitez de mettre ça sur un compte courant parce que ça rapporte pas quand même. Faites pas cette erreur là, vous êtes à 0,05% je crois, 0,005% même de mémoire. Donc non, voilà, faut quand même mettre ça sur des livrets où il y a un peu d'intérêt quand même, un livret A à 2% ou un LDD, je crois que c'est à 2%, et un livret populaire LEP, je crois que c'est à 4,4% de mémoire. Donc à voir. Mais voilà, essayez de voir quel est après le livret où l'argent est assez liquide qui peut vous rapporter le plus. Donc ça c'est la première méthode de calcul, donc qui est de prendre 3 mois de salaire. Après en fonction de la situation vous pouvez mettre plus, hein. Ça peut être 6 mois de salaire par exemple. Si vous avez une situation que vous considérez peut-être un peu plus fragile, bah, c'est peut-être plus pertinent de mettre 6 mois d'avance, comme ça voilà vous êtes plus large. Donc si vous gagnez 2000 euros par mois, bah, c'est pareil, hein, vous mettez 12 000 euros de côté, ce qui est la somme maximale qu'on peut mettre sur un LDD je crois, livret de développement durable. Donc vous remplissez un LDD, vous y touchez pas, et voilà. Ça permet comme ça de vous protéger des coups durs. Et l'autre méthode de calcul, qui est peut-être quand même celle que je préfère finalement, eh bien c'est de calculer combien vous dépensez tous les mois, donc de combien vous avez besoin pour vivre, on va dire 1000 euros par mois. S'il vous faut 1000 euros par mois pour vivre, eh bien vous mettez 3 mois d'avance, donc 3000 euros, ou 6 mois d'avance si votre situation est un petit peu, vous jugez qu'elle est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus compliquée. Vous pouvez même aller jusqu'à 12 mois d'avance. Après plus, bon c'est pas forcément nécessaire, mais voilà, vous avez 12 mois d'avance, là vous avez le temps de voir venir, donc ça peut être pas mal de faire ça, mais ça c'est pareil, c'est en fait une règle de base, et une fois que vous avez rempli ce paquet d'argent, que vous avez cet argent comme ça de côté, eh bien vous pouvez après vous en servir pour des investissements futurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai vraiment acquis les bases de l'éducation financière, c'est d'épargner et de me créer un fonds de sécurité, de me créer mon matelas de sécurité. Et finalement, bah, depuis quelques années maintenant, je n'y ai pas touché. J'ai pas eu de gros problèmes qui m'ont obligé à toucher à cet argent-là. Mais tant mieux, heureusement, dans un sens. Mais après, une fois qu'on a cet argent de côté, une fois qu'on a une situation, on va dire, qui est safe, une fois qu'on est un peu sécure, et bien après finalement tout le surplus d'argent que vous allez gagner, et bien ça part à 100% en investissement. Et après, et bien voilà, vous pouvez comme ça investir, et finalement bah, plus vous investirez d'argent et plus après derrière cet argent va rapporter. Après on peut parler des intérêts composés, de toutes ces choses là, ça sera le sujet vraiment d'un podcast dédié peut-être à la bourse aussi, ça pourrait être intéressant. Et après derrière bah, vous avez un actif qui est en place, quelque chose qui vous rapporte de l'argent comme ça tous les mois. Donc voilà, rapidement, non, parce que ça fait un petit moment, mais voilà un petit peu comment vous pouvez commencer. Alors, je vais vous donner comme ça un peu une méthode rapide pour en petit bonus. Voilà, je l'avais pas prévu, mais je vais le faire de tête, un petit peu comme ça pour commencer à gérer votre argent en reprenant un peu les points. Comment voilà démarrer dans l'éducation financière. Donc déjà, bah félicitations d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre
j'insiste là-dessus, mais un pouce bleu, un j'aime, à vous abonner, à mettre une note avec plusieurs étoiles sur Apple Podcast. Donc déjà, c'est bien. Ensuite, vous pencher sur le livre Père riche, Père pauvre. Je vous mettrai un lien juste en dessous de ce podcast, peu importe la plateforme où vous l'écouterez. Et puis ensuite, la première étape, eh bien, ça pourrait être déjà de faire un peu du tri dans vos dépenses quotidiennes, définir ce qu'est un actif et un passif, et éliminer, si possible, des passifs et augmenter rapidement votre nombre d'actifs. Comme ça, en fait, vous allez peut-être inverser un peu la tendance et finalement, vous allez gagner plus d'argent que vous allez en dépenser. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'autre étape, ça va être de vous constituer un fonds de sécurité, un matelas de sécurité, 3 mois de salaire ou 3 mois de vie, en fait, vous calculez combien il vous faut, vous mettez ça de côté sur un livret A, sur un livret un peu classique, et comme ça, vous êtes protégé. Et puis la troisième étape, eh bien, ça va être vraiment de commencer à vous occuper vraiment de vos propres affaires, de commencer à investir, de vous pencher sur la bourse, sur l'immobilier, sur tous les moyens, en fait, aujourd'hui qu'il existe pour s'enrichir. Et comme ça, vous allez faire grossir cette partie-là d'investissement et vous allez, comme ça, vous protéger encore plus. Et en fait, avoir vraiment une bonne gestion de vos finances. Donc voilà un plan rapide, comme ça, en 3 étapes, qui est très classique, mais que malheureusement la plupart des gens ne font pas. Et la plupart des gens, malheureusement, font l'inverse, vont accumuler les passifs, vont s'endetter le plus possible par rapport à leur salaire, vont dépenser plus souvent, acheter plus de choses inutiles qu'il en faut, et malheureusement, vont s'appauvrir au fur et à mesure. Et puis voilà, après, il y a un coup dur qui arrive, forcément, quelqu'un qui n'a pas de fonds de matelas de sécurité ou de fonds de sécurité, cette personne, le jour où elle va avoir une machine à laver qui va ne plus fonctionner, eh bien voilà, va falloir reprendre un crédit pour acheter une machine à laver. Un crédit, c'est acheter le même bien mais plus cher parce qu'il y a des frais sur le crédit, etc., etc. Après, c'est une boucle sans fin. Donc en fait, voilà, il faut casser ce cercle invertueux et en faire un cercle vertueux qui permet, eh bien, d'avoir une bonne gestion de ses finances et de s'enrichir sur le long terme. Et puis, voilà, je pense que là, vous avez pas mal d'informations sur la gestion des finances personnelles. Donc tous les liens sont en dessous. N'hésitez pas, une fois de plus, à vous abonner, à mettre un pouce, une note sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Et puis moi, je vous laisse là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. N'hésitez pas aussi à me faire un retour si vous avez des questions, des suggestions. Voilà, ça me ferait plaisir. Et puis comme ça, je saurai un petit peu les sujets qui pourraient vous intéresser prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt. C'était Alex et surtout, à votre succès.